Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Étienne Klein, je dirige un petit laboratoire qui est installé au-dessus de cette salle, qui s'appelle le LARCIM, dans lequel il y a des physiciens et des philosophes. On n'est pas une armée, hein, on est peu nombreux, hein, mais on essaie de travailler sur des implications des théories physiques ou des résultats des physiciens qui pourraient intéresser les philosophes, par exemple sur la question du temps, de la causalité, de choses comme ça. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler des expériences de pensée qui ont été très utiles pour que les physiciens développent ce qu'on appelle la physique moderne. Donc la physique moderne, c'est celle que, de façon pas tout à fait arbitraire, on fait commencer à Galilée. Et si ce sujet est intéressant, à mon avis, c'est parce que on doit réfléchir au fait que la physique moderne, celle que vous enseignez en fait, est une physique qui est née sans données. Aujourd'hui, on parle de big data, il y a des données partout, mais essayez de réfléchir aux données dont on disposait au début du XVIIe siècle, ou même au début du XXe siècle pour ce qui est de la cosmologie. Galilée énonce la loi de la chute des corps en 1604. Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Est-ce qu'à l'époque, on peut mesurer la vitesse d'un corps qui tombe? Non. On n'a pas de données. Est-ce qu'on sait si le vide existe? Non. Est-ce qu'on peut fabriquer le vide? Encore moins. Et donc, la loi de Galilée est une loi qui ne résulte d'aucune observation. Et d'ailleurs, s'il avait lancé des corps de masse différente dans l'atmosphère, du haut de la tour de Pise, par exemple, pour reprendre une fiction qui est une fiction, ben, il aurait vu que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Donc la question, c'est comment on peut trouver une loi qui, dès son énoncé, est contredite par les faits. Autre exemple, Einstein, en 1915, après 10 années de labeur intense, propose et publie une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, qui est la théorie qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la cosmologie scientifique. C'est cette théorie qui a permis de prédire l'existence des ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2016, alors qu'Einstein les avait prédites dès 1916. Donc c'est la théorie qu'on utilise pour faire de la cosmologie, qui est la science qui considère l'univers comme un objet physique, et non plus comme l'enveloppe contenant tous les objets. L'univers devient un objet, c'est-à-dire il a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. C'est le formalisme d'Einstein qui permet de changer de cette façon le statut de l'univers. Qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915 ? Quelles sont les données dont Einstein dispose? Alors, on ne sait pas que l'univers est en expansion, évidemment. On ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. En guise d'objets célestes, on connaît les étoiles, les planètes, les comètes, les météores. C'est tout. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. Pourquoi elles émettent de la lumière? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne sait pas. D'accord? On ne connaît pas les interactions nucléaires. Donc il n'y a pas de données. Il y en a quelques-unes quand même. La mécanique céleste, Newton, vous connaissez, mais par rapport à ce dont on dispose aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc la question, c'est comment une théorie qu'on arrive à formuler sans données peut résister à l'accumulation de données. On peut même prendre le problème à l'envers. Imaginons qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui grâce aux satellites et aux télescopes. Question, est-ce qu'on pourrait, à partir des données, retrouver les équations d'Einstein? Enfin, troisième exemple, qui est peut-être le plus spectaculaire, la mécanique quantique, qui a été formalisée, comme vous savez, dans les années 20, disons 25, 26, 27, pour retenir les années les plus importantes, qui est la théorie qu'on utilise encore aujourd'hui pour décrire la matière. Évidemment, il y a eu des milliers de découvertes après. Le modèle standard, le boson de Higgs, les quarks, etc. Et aucune de ces découvertes n'a remis en cause les principes fondamentaux de la mécanique quantique.
Qu'est-ce qu'on savait sur la matière en 1927 ? On connaissait l'existence de l'atome, on savait qu'il y avait un noyau, on connaissait le proton, le neutron, non. On avait dit l'idée du proton neutre, parce qu'on avait vu que la masse d'un noyau est plus grande que la somme des masses des protons, et que la différence est un multiple entier de la masse d'un proton. Donc les gens disaient, dans le noyau, il y a des protons, et puis il y a des protons neutres. C'est quoi un proton neutre ? C'est un agglomérat d'un proton et d'un électron. Donc dans le noyau, il y a des protons et des électrons. C'est tout. La preuve, il y a des électrons qui peuvent sortir d'un noyau. Radioactivité bêta. Donc si un truc peut sortir d'un bidule, c'est qu'il est dans des bidules avant de sortir du machin. Donc si on voit des électrons sortir des noyaux, c'est qu'il y a des électrons dans le noyau. Voilà ce qu'on savait. On connaissait le photon, le positron non, et on ne connaissait pas les interactions nucléaires. Enfin, quand je dis qu'on ne les connaissait pas, je veux dire on ne savait pas qu'elles existaient. On a compris qu'elles existaient en 1932, après la découverte du neutron. Autrement dit, la mécanique quantique est née, par rapport à aujourd'hui, sans données. Alors, comme on répète aux élèves, en tout cas quand j'étais à l'école, on me répétait qu'en science, les faits sont premiers, c'est le combustible primordial de la science, les faits, les données, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand il y a une contradiction entre les faits et les données, plutôt entre les faits et les lois, ce qu'on apprend à l'école, c'est que s'il y a une contradiction entre les faits et les lois, c'est que les lois sont fausses. Mais est-ce que c'est si vrai, ça ? D'accord ? Est-ce que c'est si vrai que ça ? Alors, la question peut être traitée en regardant le rôle qu'ont joué, justement dans la formalisation des théories, ce qu'on appelle les expériences de pensée. L'expérience de pensée, c'est pas une expérience intellectuelle. C'est pas de se dire, tiens, je me mets à réfléchir. D'accord ? Donc une expérience de pensée, c'est pas la pratique de la pensée. C'est autre chose. Alors il y a eu un colloque il y a 2 ans à l'école normale sur les expériences de pensée, mais qui était organisé par des littéraires et des philosophes. Alors je vous lis l'argumentaire du colloque. Moi j'ai pas tout compris, mais comme vous êtes professeur. Alors, voilà l'argumentaire du colloque sur les expériences de pensée. Présente dans les sciences, dans la philosophie, dans la littérature, l'expérience de pensée est trop souvent théorisée de façon solipsiste, malgré des résultats parfois intéressants. De nombreux philosophes dénient toute importance réelle aux expériences fictives, car ils n'examinent souvent qu'un corpus trop restreint avec des outils purement philosophiques qui cantonnent le cognitif au propositionnel et négligent parfois les potentialités signifiantes de la forme au profit de la pure analyse conceptuelle. Inversement, les critiques littéraires sont trop prompts à utiliser cette notion afin de redonner à la littérature une respectabilité cognitive, entre guillemets, que la vulgarisation du structuralisme avait négligée, sans pour autant être en mesure de donner une armature conceptuelle et technique sérieuse à pareille démarche. L'objet de ce colloque sera d'essayer de combler cette lacune. Moi j'ai entendu au colloque, quand j'ai entendu ça, évidemment, j'ai pas été très à l'aise. Le colloque a duré 2 jours et une journée entière qui a été consacrée à la question de savoir si un roman était une expérience de pensée. Il y avait les pour, les contre. Et ceux qui étaient pour disaient un romancier, il invente des personnages fictifs. Il essaie de les faire jouer dans un monde imaginaire plus ou moins réaliste. Et donc il fait une sorte d'expérience de pensée. Donc je disais non. Bon, avant ce colloque, moi je pensais que la notion d'expérience de pensée était réservée à la physique. Bon, il semblerait que non. Et je ne sais pas qui a inventé la notion d'expérience de pensée. Peut-être que dès qu'on fait une histoire contrefactuelle, en disant par exemple qu'est-ce qui se passerait si, on est déjà dans l'expérience de pensée. Mais celui qui a utilisé la notion d'expérience de pensée pour trouver des lois, en premier, je pense, mais je ne suis pas historien, je pense que c'est Galilée. Et la première expérience de pensée vraiment révolutionnaire, c'est celle qui publie
dans son fameux discours concernant deux sciences nouvelles, avec trois personnages, dont l'un s'appelle Salviati. Et Salviati, il est le porte-parole de Galilée, c'est Galilée déguisé. Et voilà ce qu'il dit. Donc, à ce moment du livre, il discute de la chute des corps. Évidemment, les autres considèrent qu'un corps plus lourd tombe plus vite qu'un corps moins lourd. Ce qui est ce qu'on voit. Enfin, ce qu'on voit, c'est pas clair, parce que si vous mettez un parachute à un corps lourd, il peut tomber moins vite qu'un corps plus léger que lui. Donc les données de la chute des corps telles qu'on les observe sont extrêmement complexes. D'ailleurs, posez-vous la question, imaginez qu'on enregistre le mouvement de tous les corps qui tombent, de n'importe quelle forme, avec des parachutes, sans parachute, mais toujours dans l'atmosphère. Est-ce qu'à partir de toutes ces données, un logiciel ou un algorithme intelligent serait capable de déduire le fait que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide? Je pense pas. Ça veut dire qu'au moins sur ce cas-là, les neurones ont fait mieux que le silicium. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas de concurrence. Et comment est-ce qu'il a trouvé sa loi, Galilée? Certainement pas en faisant des expériences. Certainement pas au montant de la tour de Pise. Donc vous savez que c'est une légende qui a été inventée par l'un de ses disciples, qui s'appelle Balieni, bien après, pour convaincre les derniers aristotéliciens qui mettaient en avant les faits plutôt que les lois. Et donc il a simplement écrit un texte d'une demi-page, en inventant une expérience de pensée. Expérience de pensée, ça veut dire que vous supposez qu'une loi est vraie, absolument vraie, et vous imaginez une situation que vous ne pouvez pas réaliser, mais que vous pouvez imaginer. Et vous regardez ce que la loi supposée vraie implique dans cette situation. Donc c'est un stratagème qui essaie de prendre de la distance par rapport au réel et de l'interroger par une hypothèse qui est ensuite testée par les conséquences qu'on y trouve dans certaines situations. Et donc Galilée est en face de gens qui disent qu'il y a une loi sûre, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et Salviati, en une demi-page, montre que si cette loi est vraie, alors elle est absurde. Il suffit d'imaginer une situation dans laquelle l'absurdité de cette loi apparaît de façon logique. Donc voilà ce qu'il écrit. S'il est vrai qu'une grande pierre se meut, par exemple, avec 8 degrés de vitesse, alors la vitesse est exprimée en degrés, mais peu importe, donc avec 8 mètres par seconde, si vous préférez, et une plus petite pierre avec 4 degrés, il s'ensuivra, si on les attache l'une à l'autre. C'est là que commence l'expérience de pensée. Si on les attache l'une à l'autre, que l'ensemble se mouvra avec une vitesse inférieure à 8 degrés. Ah oui, parce que si vous les attachez, la plus petite tombe moins vite, donc elle tend la corde, ça freine, elle fait parachute, et donc l'ensemble tombe moins vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, l'ensemble formé par les deux pierres est plus lourd que la plus lourde. Donc ça tombe plus vite. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Ok? Fini. Terminé. Comment supprimer le paradoxe? En disant que les deux pierres de masse différente tombent exactement à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et c'est ça la naissance de la physique moderne. Les lois contredisent les observations. Toutes les lois physiques contredisent les observations. Comme le dit Alexandre Koyré, le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire qu'on explique ce qu'on voit par des lois qui contredisent ce qu'on voit. Les lois physiques sont cachées derrière les phénomènes et les contredisent. Et donc, si on veut les trouver,
Il faut s'écarter du réel empirique, faire des hypothèses, et ensuite regarder leurs conséquences et les tester sur des expériences spécifiques. D'accord ? Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que la physique contredit le réel. Mais les lois physiques obligent à réinterpréter les phénomènes que nous observons, et en l'occurrence à dire que la gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse, et si nous les voyons tomber à des vitesses différentes, c'est à cause de phénomènes autres que la gravité. La résistance de l'air, la poussée d'Archimède. D'accord ? Et donc, vous voyez comment en une page, ou même pas, j'ai pas lu tout le texte, mais enfin l'idée y est, en une demi-page, il réfute l'argument pourtant cautionné par l'observation que lui opposaient les arrêts de télévision. Je vais vous donner un autre exemple. Le principe de relativité, énoncé par Bruno, mais bon, Galilée le reformule de cette façon, parce qu'il savait que Bruno avait fini sur le bûcher, donc dans ces cas-là, on ne cite pas les auteurs. Et d'autres cas, on ne les cite pas, mais bon, c'est un autre sujet. Ça dépend de... Bon, bref. Principe de relativité de Galilée. Qu'est-ce que dit ce principe ? Il dit tout simplement le mouvement est comme rien. C'est tout. Moi je vous dis parce que j'aurais aimé quand j'étais au collège ou au lycée qu'un prof me dise ça. La relativité, ça dit tout simplement le mouvement est comme rien. Je ne sais pas le dire en italien, mais c'est exactement la phrase de Galilée. En fait, il y a deux éléments dans la phrase. Premier élément, le mouvement est comme rien. Deux, l'immobilité est un mouvement partagé. C'est génial. C'est-à-dire que quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Le mouvement est comme rien. Évidemment, il parle de mouvement galiléen, enfin d'un référentiel galiléen, mouvement rectiligne uniforme, et la relativité générale d'Einstein va étendre ce principe au référentiel accéléré. Et peu importe, l'idée est la même, le mouvement est comme rien, ça veut dire que les lois physiques ont la même expression dans tous les référentiels. Imaginez, à l'époque de Galilée, les circonstances, parce qu'il n'y avait pas de train et de TGV qui vont à une droite, les circonstances dans lesquelles on peut se dire, par une expérience concrète, que le mouvement est comme rien. Quand vous êtes sur un cheval, vous avez l'impression que le mouvement est comme rien. Quand vous êtes dans un carrosse, le mouvement est comme rien. Quand on est en mouvement, en général, on sent qu'on est en mouvement. Okay. Et donc, si Galilée a pu l'énoncer, c'est grâce, là encore, à l'expérience de pensée. Je vous la lis. Enfermez-vous avec un ami dans la plus grande cabine d'un bateau, sous le pont, et emportez avec vous des mouches, des papillons et d'autres petites bêtes qui volent. Quand le navire est immobile, observez-les soigneusement. Les petites bêtes qui volent vont à la même vitesse dans toutes les directions de la cabine. Quand vous aurez suffisamment observé cela, faites avancer le navire à la vitesse que vous voudrez. Pourvu que le mouvement soit uniforme, sans balancement dans un sens ou dans l'autre, vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les phénomènes que je viens d'indiquer. Aucun d'entre eux ne vous permettra de savoir si le navire est en marche ou immobile. Les papillons et les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes les directions, et jamais vous ne les verrez se réfugier vers les parois du côté de la poupe, par exemple, comme s'ils étaient fatigués de suivre la course rapide du navire. Donc il a fait une expérience de pensée. Il est dans un bateau, il ne voit pas l'extérieur, il ne peut donc pas voir si le bateau se déplace ou pas, et il se met dans une situation idéale où il n'y a pas de tangage, il n'y a pas de mouvement du bateau, etc. Et le principe de relativité s'exprime là d'une façon manifeste. Mais c'est une expérience de pensée au sens où il invente un cas idéal. De même que la chute des corps, il invente le cas idéal où il n'y a pas d'atmosphère, on est dans le vide. Okay. Dernier exemple à propos de Galilée, le principe d'inertie. Bon, c'est pas vraiment Galilée qui a énoncé le principe d'inertie, parce que lui croyait que le mouvement circulaire était un mouvement particulier. C'est un de ses étudiants qui lui a donné une portée universelle. Le principe d'inertie, je me souviens très bien qu'on me l'a enseigné en seconde, comme étant
quelque chose qui s'impose par le sens physique qu'on doit avoir. C'est-à-dire, si on ne le comprend pas, c'est qu'on manque de sens physique. Or, ce principe, il est complètement dingue. Un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Mais qui a jamais vu ça? Qui a jamais vu ça? D'accord? Tous les mouvements qu'on observe s'amortissent. Si vous cessez de pédaler à vélo, le vélo s'arrête, etc. Donc cette phrase contredit l'observation la plus immédiate. Et d'ailleurs, Aristote, qui faisait encore référence à l'époque, disait pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par quelque chose. Donc si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Galilée dit si la force s'annule, le mouvement continue indéfiniment. On peut faire le Tour de France sans pédaler, à condition d'avoir une petite vitesse initiale. Voilà ce que dit Galilée. C'est complètement dingue. D'accord? Et ça, c'est l'idée que pour comprendre l'amortissement des corps, il faut invoquer l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas et que nous n'observons jamais. Je vous rappelle que le principe d'inertie, c'est un des 3 principes fondamentaux de la mécanique. Avec le principe de relativité et le principe d'égalité de l'action et de la réaction. Alors, du temps de Newton, qu'il a repris à son compte, on se disait, mais finalement, si on va très loin, à des endroits où il n'y a plus de masse, la gravité s'annule. Donc les corps qui sont là-bas ne subissent aucune force. Donc le principe d'inertie, on ne peut pas l'observer directement dans le monde qui nous entoure, en tout cas dans le monde proche, mais on peut imaginer des situations très loin de nous où il est effectif. C'est-à-dire des zones où il y a des corps qui ne subissent aucune force et qui ont un mouvement inertiel. Mais Einstein, lui, il sait qu'il y a de la matière partout, d'accord? Donc il y a de la gravité partout. Et donc il n'existe aucun endroit dans l'univers où le principe d'inertie, dont on dit parfois qu'il relève du sens physique, est actuel. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où un corps se dit « tiens, je vis le principe d'inertie ». Einstein, quand il est adolescent, il écrit un truc hallucinant qui est ceci. Il dit, voilà, le principe d'inertie dit que, etc. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où les corps ne subissent pas la gravitation, puisqu'il y a de la gravitation partout. Ce qui veut dire que le principe d'inertie n'est actuel nulle part. J'aurais quand même aimé qu'on me dise ça à l'école. Hein. Il est actuel nulle part. Conclusion, dit Einstein, de 2 choses l'une. Ou bien on démontre que, ou bien on accepte l'idée que la physique est construite sur du sable. C'est-à-dire sur un principe qu'on invoque mais qu'on ne peut jamais vérifier tel quel. Ou bien on accepte de construire la physique sur du sable, ou bien, et c'est là qu'il est génial, ou bien on démontre que la gravitation n'est pas une force. Il doit avoir 18 ans. Dites ça à vos élèves, 18 ans. 18 ans, il a cette idée et il va travailler là-dessus. Et la théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, la relativité générale, qui publie en 1915, est très précisément une théorie qui explique que la gravité n'est pas une force. Et donc les objets qui subissent la gravité ont en effet un mouvement inertiel. C'est-à-dire ils vont en ligne droite. Ils ne subissent aucune force. Mais alors pourquoi est-ce que les corps qui ne subissent aucune force, qui ont un mouvement inertiel, nous les voyons avoir des trajectoires curvilignes, comme celle de la Terre autour du Soleil? À l'école, on apprend, il y a la force de Newton, attraction de la Terre, par exemple, par le Soleil, et c'est cette force attractive qui courbe la trajectoire de la Terre. Et Einstein dit non, la Terre va en ligne droite. Alors pourquoi on la voit tourner? Parce que l'espace-temps est courbe. D'accord?
Et donc, le principe d'inertie s'applique aux objets qui subissent la gravitation parce que l'espace-temps est déformé par la matière. Donc la gravité n'est plus une interaction, c'est une déformation de la métrique de l'espace-temps. D'accord ? Et donc vous voyez que la physique, elle progresse toujours par interrogation de ses propres principes. Et je vais essayer de vous dire maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelles sont les expériences de pensée qu'Einstein a faites qui l'ont mené vers une théorie en 1915, qui est celle qu'on utilise encore. Alors, avant, je vais vous lire un petit texte, parce qu'avant de faire la relativité générale, en 1915, il avait fait la relativité qu'on appelle restreinte, en 1905. Elle n'est pas restreinte du tout, d'ailleurs. En fait, c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Simplement, elle est restreinte au fait que Einstein, à cette époque-là, ne s'intéresse qu'au référentiel galiléen. Et la relativité générale va s'intéresser à tous les référentiels, y compris à ceux qui sont accélérés. Et comme il va montrer qu'il y a une équivalence entre l'accélération et la gravitation, évidemment, il fait une théorie de la gravitation. Mais à la fin de sa vie, en 1954, l'un de ses biographes lui a demandé « Mais Einstein, à votre avis, pourquoi est-ce que vous êtes le premier à avoir découvert la théorie de la relativité restreinte en 1905 ?» Sachant qu'il y avait quand même des gars sur le sujet, Lorentz, Poincaré, etc. Mais c'est Einstein qui a le premier compris les équations de la relativité restreinte qu'il n'a pas lui-même écrites. Einstein n'a pas inventé les équations de la relativité restreinte. Il les a comprises. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Poincaré avait les équations. Lorentz avait les équations. Mais ils ne les ont pas comprises. Ils ne les ont pas fait parler comme Einstein. Et la réponse d'Einstein à cette question, pourquoi vous avez été le premier, est assez incroyable. Il dit, ça a été grâce à mon retard mental. La raison du fait que j'ai été le premier est, je pense, que l'adulte normal ne se casse jamais la tête au sujet des problèmes d'espace et de temps. À mon sens, tout ce qu'il faut penser à ce propos a déjà été élaboré dans la petite enfance. Donc il explique que dans la petite enfance, on comprend que l'espace est le lieu de notre liberté, on peut aller et venir, on mesure les longueurs avec un mètre ou un double décimètre, tandis que le temps, c'est la marque de notre emprisonnement, on ne choisit pas notre position dans le temps, et on mesure les durées avec une montre ou une horloge. Une fois qu'on a compris cette séparation, c'est bon, quoi. On n'y revient plus. Alors que moi, qui me suis développé si lentement que je n'ai commencé à m'interroger sur l'espace et le temps qu'une fois devenu adulte, j'ai creusé le problème plus à fond que ne l'aurait fait un enfant ordinaire. Autrement dit, Einstein explique le fait qu'il était le premier par le fait qu'il a posé des questions d'enfant et les a résolues avec un cerveau d'adulte. Et si vous regardez sa biographie, vous verrez des choses assez étonnantes. Par exemple, d'abord dans l'article de juin 1905, l'article de la relativité justement, lisez-le. En fait, c'est rédigé comme un brevet. Vous pouvez le lire, vous pouvez le trouver sur Internet. Les calculs sont en annexe. Et vous lisez les premières pages, vous allez voir, c'est un style extraordinaire. Parce qu'en effet, Einstein pose des questions d'enfant. Par exemple, à la page 2 de l'article, il pose la question « Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare ?» Vous imaginez, vous êtes un référé d'une revue allemande prestigieuse, vous avez appelé Max Planck, il y a un gars qui a 26 ans, inconnu au bataillon, pas de thèse, pas à l'université, jamais de publication, et il vient nous expliquer à nous, physiciens de l'Académie de Berlin, ce que ça veut dire lire l'heure. Et Einstein répond, hein. Ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le 7 au moment où le train arrive à quai. Merci, M. Einstein. Deuxième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon? Je parle de celle qui est à Paris. Si je suis à Berlin. Là, c'est moins net, hein, parce que s'il est 7 heures à Berlin, est-ce qu'il est vraiment 7 heures à Paris? Pour le savoir, il faut qu'on m'envoie un signal. À quelle vitesse il va ce signal? Comment est-ce que je peux, étant à Berlin, savoir quels sont les événements qui sont simultanés à Paris? Là, on est déjà moins à l'aise.
l'académicien berlinois commence à trembloter. Troisième question. Qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, si je suis en déplacement par rapport à la gare de Lyon? Et là, l'académicien, il est sec. D'accord? C'est des questions d'enfants. Et elles sont à la page 2 d'un article qui va révolutionner la physique. Et elles sont l'aboutissement d'autres questions un peu d'enfants qu'il avait posées dans son adolescence. Par exemple, en 1896, il a 15 ans, il a démissionné du lycée de Munich juste avant les vacances de Noël parce que il ne supporte pas la discipline qui est militaire. Dans les lycées allemands à l'époque, c'est une discipline militaire. Les élèves n'ont pas le droit de poser de questions, il est malheureux, il est dépressif, d'autant plus que ses parents sont partis en Italie, s'exiler pour monter une usine électrique près de Milan. Il est tout seul, il n'a pas d'amis, donc il démissionne. En fait, il fait une vraie dépression. Et il rejoint ses parents à Milan, et pendant une année, il va être déscolarisé. Il va jurer même qu'il ne remettra plus les pieds dans une salle de classe. Mais il bouquine, il voyage, il s'interroge. Et au mois de mai 1896, il écrit une lettre à l'un de ses oncles, qu'on peut lire à Berne au musée Einstein, dans laquelle il raconte quelles sont les questions qui vont l'intéresser tout au long de sa vie. Quel que soit le métier qu'il exercera, toutes ces questions portent sur la lumière, sa nature, comment elle se déplace dans l'espace, et elles sont toutes formulées en termes d'expérience de pensée. Il y en a une qui est absolument géniale, qui est celle-ci. Qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Alors la lumière va à la vitesse de la lumière, on est d'accord? Mais si elle émet de la lumière, sachant qu'on ajoute les vitesses, hein. D'accord, on ajoute les vitesses, je pense que vous enseignez ça à vos élèves, quand on passe d'un référentiel galilien à un autre, on ajoute les vitesses. Donc, la lumière émise par la lumière doit avoir la vitesse de sa source, qui est celle de la lumière, plus sa vitesse propre, qui est celle de la lumière. Donc la vitesse de la lumière émise par la lumière, c'est 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière était capable d'émettre de la lumière, il n'y a pas de raison que la lumière émise par de la lumière ne soit pas capable d'émettre de la lumière. Quelle est la vitesse de la lumière émise par de la lumière? Émise par de la lumière, ça fait 3 fois. 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Et Einstein remarque que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Un an plus tard, il est scolarisé en Suisse, parce qu'on lui a fait remarquer qu'il existe une école polytechnique qui recrute sans le bac, sur concours, etc. Il se présente, il a 2 ans d'avance. Il échoue à cause de ses très mauvaises notes dans toutes les disciplines où il faut apprendre par cœur, la géographie, l'histoire, les langues anciennes. Mais l'examinateur remarque qu'en maths et en physique, ça va. Et donc il lui conseille d'aller en Suisse dans une école libérale pour se former dans les disciplines où il est mauvais. Et là, il va faire une expérience de pensée originale au sens où, pour la première fois, il va mettre en scène son propre corps, ce qui est sa marque de fabrique. Il invente des expériences de pensée dans lesquelles son corps est présent et il essaie de voir dans ces situations comment son corps réagirait ou ce qu'il percevrait s'il était dans telle ou telle situation. Et l'expérience de pensée qu'il imagine, qui est très connue je pense, c'est qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière. On a tous lu ça. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire son argument. À l'époque, on pense que la lumière est ondulatoire. Exclusivement ondulatoire, on pense qu'elle se propage en faisant vibrer l'éther, mais ce n'est pas le point, elle est ondulatoire. Et donc, si je suis à cheval sur un rayon de lumière, je suis à cheval sur une onde. Donc, je suis comme un surfeur qui est à cheval sur une vague, qui est sur la crête d'une vague et qui avance avec la vague. Du coup, les vagues qui sont devant ou qui sont derrière sont immobiles par rapport à moi. Conclusion. Si je suis à cheval sur un rayon de lumière, je vois un système d'ondes
stationnaire. Je vois une onde électromagnétique stationnaire. Mais Einstein, qui a lu les grands auteurs, à 16 ans, sait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell qui décrivent la propagation des ondes. Et donc il se dit la chose suivante. Ou bien la situation que j'ai imaginée est une situation impossible. Je n'ai même pas le droit de l'imaginer. Je ne peux pas être à cheval sur un rayon de lumière. Ou bien les équations de Maxwell qui disent que c'est impossible sont fausses. Vous voyez, une question, et tout de suite elle devient tranchante. Soit. Il va continuer à réfléchir à ça pendant des années. Comme il le dit lui-même, il ne travaille pas vite, mais il travaille tout le temps. Car ces questions n'arrêtent pas de le faire réfléchir. Et il est prêt à en assumer les conséquences. C'est-à-dire que si les réponses impliquent qu'on modifie des lois physiques, il n'hésite pas. Et la réponse aux deux questions qu'il a posées dans son adolescence, on la trouve dans l'article de 1905, la relativité. Première question, qu'est-ce qui se passerait si de la lumière émettait de la lumière? Quelle serait sa vitesse? La vitesse de la lumière émise par de la lumière serait la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va à la vitesse de la lumière toujours, quelle que soit la vitesse de sa source. Deuxième question, qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière? La question ne se pose pas, parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, par rapport à n'importe quel observateur. Donc, quelle que soit ma vitesse dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à moi est égale à la vitesse de la lumière. Donc, elle n'est jamais en repos par rapport à moi. Et donc, il n'existe pas de référentiel galiléen associé à la lumière. Et l'expérience de pensée que j'ai imaginée est une expérience physiquement impossible. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'il arrive à la relativité générale? Je vais le dire rapidement. Je n'aurai pas le temps de parler de physique quantique. C'est pourtant là que peut-être je dirai un mot, mais pour la relativité générale, c'est en fait assez simple. En 1907, il est toujours à Berne, toujours ingénieur, toujours pas de poste à l'université, malgré les 5 articles qu'il a écrits en 1905, qui chacun mérite le prix Nobel, mais il est toujours sans poste. Il a eu une petite augmentation de salaire parce qu'il travaille bien. Et au mois de novembre 1907, comme tous les jours, il rentre de déjeuner et fait une micro-sieste. Il y avait un tabouret, il s'asseyait sur le tabouret, il n'y a pas de dossier. Et il faisait des micro-siestes, c'est-à-dire il faisait des rêves semi-éveillés, comme il disait. C'est-à-dire il essayait d'imaginer, il laissait son imagination partir, il rêvassait, mais il demeurait suffisamment conscient pour saisir les idées au cas où elles adviendraient dans son demi-sommeil. Il raconte que ce jour-là, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Et en fait, c'est une époque où il s'intéressait beaucoup à la gravitation, tout simplement parce que un physicien allemand qui s'appelle Stark, qui deviendra son plus grand ennemi un peu plus tard lorsqu'il deviendra nazi, avait demandé à Einstein d'écrire un article de synthèse sur la relativité restreinte. Et souvent, quand on écrit, on fait une expérience de pensée. C'est-à-dire que quand on écrit, on réfléchit un peu plus, et le seul fait d'écrire des idées fait émerger d'autres idées. Et en écrivant son papier, Einstein se rend compte qu'il y a un problème entre la théorie de la relativité restreinte et la gravitation de Newton. La gravitation de Newton, elle est toujours perçue elle est décrite comme étant une force instantanée. Vous mettez deux masses dans l'espace, aussitôt il y a une force. Comme si la vitesse de transmission de cette interaction était infinie. Or, la théorie d'Einstein impose l'existence d'une vitesse limite pour l'information et la matière. Donc il y a une contradiction et Einstein se dit comment est-ce que je peux rendre relativiste la théorie de la gravitation. Ça le tourmente, etc. Et à l'époque, on parle beaucoup d'un jeune couvreur qui est tombé du toit d'un immeuble de 5 étages et qui s'en est sorti sans dommage parce qu'il est tombé sur une botte de foin, un peu comme dans les films. Et tout ça fait que Einstein, rentrant de déjeuner, je le cite, dans ses mémoires, vous lisez, j'ai eu l'idée la plus heureuse de ma vie, 2 points.
J'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. J'en ai été saisi. En langage einsteinien, ça veut dire que je me suis mis à trembler d'émotion. Et cette impression très forte m'a mené 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Il a compris un truc, alors c'est pas vraiment une expérience de pensée, sauf qu'il met en scène son propre corps. Il dira d'ailleurs plus tard, ma pensée est musculaire. Je pense pas avec des mots, je pense pas avec des équations, je pense avec mon corps et avec des images. J'ai une pensée musculaire. Et ce qu'il veut dire par la phrase que je viens de citer, c'est que lorsque vous tombez sous l'effet de votre poids, la cause de votre chute, c'est la gravitation. Mais elle produit un effet qui est votre chute, et cet effet semble annuler sa cause. Pourquoi? Parce que quand vous tombez, si vous prenez un objet de masse différente, ou de masse quelconque en fait, qui tombe avec vous, vous le lâchez, ben il tombe exactement comme vous, comme l'a montré Galilée. Donc quand vous tombez, les objets qui tombent avec vous sont en apesanteur. C'est quoi ce cirque? Dit Einstein. La cause de ma chute, c'est mon poids, et le fait de subir mon poids annule mon poids. Comment le fait de subir une chose peut-il annuler cette chose? Évidemment, ça marche que si l'objet est proche de vous. Dans ce cas, les trajectoires sont parallèles vers le centre de la Terre. Mais si l'objet est très loin, les trajectoires ne seront plus parallèles. Mais localement, c'est vrai. Et ça l'amène à énoncer ce qu'il appelle le principe d'équivalence. Il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération. C'est-à-dire le fait d'être accéléré sous l'effet de la gravitation annule la gravitation. Et réciproquement, si vous êtes accéléré, en dehors de champ de gravitation, vous pourriez croire que vous êtes dans un champ de gravitation. Donc il y a une équivalence entre gravitation et accélération. Il publie ça en 1907, principe d'équivalence. Alors, pour l'illustrer de façon plus simple, imaginez que vous êtes dans une cabine d'ascenseur, hermétique, il n'y a pas de hublot, pas de fenêtre, vous ne pouvez pas voir l'extérieur. Et cette cabine, elle est posée à la surface du sol terrestre. Donc elle est dans le champ de gravité terrestre. Okay. Dedans, vous mettez un physicien, vous lui donnez des balles et de masses différentes, il va jouer avec, et constatez que toutes ces balles tombent vers le plancher. Ensuite, vous prenez la même cabine, vous l'emportez très loin, dans un endroit où il n'y a pas de gravitation. Et vous allez doter cette cabine d'un petit réacteur qui va l'accélérer dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc il n'y a plus de haut et de bas parce qu'il n'y a plus de gravité, mais il y a donc une cabine qui est uniformément accélérée dans une certaine direction, et dedans vous mettez un physicien, vous lui donnez des balles. Ce que dit Einstein, par le principe d'équivalence, c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire ce physicien, lorsqu'il est dans la cabine, qui lui permettrait de savoir s'il est immobile sur Terre dans le champ de gravitation, ou dans une cabine uniformément accélérée, en dehors de tout champ de gravitation. D'accord? Les deux situations sont physiquement équivalentes. Ça ressemble un peu à le mouvement est comme rien de Galilée, sauf que la gravitation intervient dans l'affaire. Okay? Ensuite, je vous le fais un peu court, mais il continue à réfléchir là-dessus. En 1909, il finit par être invité pour la première fois de sa vie à une conférence de physique, comme orateur. Et donc, c'est à l'âge de 30 ans qu'il voit pour la première fois de sa vie des physiciens théoriciens. C'est à Salzbourg, il voit Sommerfeld, il voit Planck, il en voit d'autres. Et grâce à ça, il finit par avoir son premier poste universitaire, qui est à Prague, où il y a l'université allemande. Donc il va à Prague, il s'installe avec femme et enfants dans un immeuble tout neuf, qui existe encore, dans lequel l'électrification est totale. À Prague, c'était une des villes les plus électrifiées le plus tôt en Europe. Et l'ascenseur de l'immeuble est un ascenseur électrique, l'éclairage est électrique, etc. Et Einstein va faire une expérience de pensée là, absolument cruciale.
toujours autour du principe d'équivalence. Mais cette fois, il va mettre en scène son propre corps, évidemment, mais aussi la lumière. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'applique le principe d'équivalence, non pas à des objets massifs, mais à la lumière elle-même. Et donc il se met, expérience de pensée, dans la deuxième situation que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire dans une cabine fermée, en dehors de tout champ de gravitation, mais la cabine est poussée par un réacteur qui lui donne une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Il est debout sur le plancher, et il fait entrer un rayon de lumière par ma gauche, par votre droite, au travers de la paroi de l'ascenseur. Et la trajectoire au moment de l'entrée de la lumière dans l'ascenseur est parallèle au plancher. La vitesse de la lumière n'étant pas infinie, la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine. Pendant ce temps, la cabine s'est déplacée vers le haut puisqu'elle a accéléré. Du coup, le point d'impact de la lumière sur la paroi de droite ne sera pas au même niveau que le point d'entrée, il sera plus bas. Et l'observateur qui est dans la cabine va voir la trajectoire de la lumière courbée. Bah, c'est pas un mystère, hein, c'est un effet purement cinématique. Et encore une fois, n'importe qui aurait pu tirer cette conclusion. Ça ne veut pas dire qu'il ait découvert là quelque chose. J'ai fait des petites recherches, j'ai pas réussi à savoir si des gens avaient déjà écrit ça avant. J'ai pas trouvé. Mais c'est pas parce que j'ai pas de preuves que ça n'a pas eu lieu. En tout cas, c'est pas une grande découverte. C'est même trivial. Ok ? Mais là où c'est plus trivial, c'est quand vous dites principe d'équivalence. Principe d'équivalence, c'est-à-dire que il n'existe aucune expérience que puisse faire un truc qui lui permettra de savoir s'il est dans cette situation ou sur Terre. Donc ça veut dire que si la cabine dans laquelle il est était sur Terre, dans le champ de gravitation terrestre, en étant immobile par rapport à la Terre, la trajectoire du rayon lumineux serait exactement la même. Sous l'effet de quoi ? Bah, plus l'accélération, puisqu'il n'y en a plus. Donc sous l'effet de la gravitation. Vous voyez, zéro calcul. Zéro calcul. Donc la lumière, bien que de masse nulle, est courbée par la gravitation. Terminé. D'accord ? Terminé. Donc ça se déduit à partir de Newton plus vitesse de la lumière finie. Il n'y a rien de plus. Alors que chez Newton, la vitesse de la lumière est infinie. Bah, tout se passe comme s'il était infini. D'accord ? Ensuite, bon, après c'est une longue histoire, il va comprendre que s'il veut tenir compte de cette courbure de la lumière par la gravitation, il ne peut pas se contenter d'une géométrie de l'espace-temps qui soit euclidienne, ni même de celle de Minkowski, qui est celle de la relativité restreinte. Donc il fait un truc assez étrange, il démissionne de Prague pour retourner à Zurich. Pourquoi à Zurich ? Parce qu'à Zurich habite Marcel Grossmann, qui était son copain à l'université, enfin l'école polytechnique de Zurich. Et comme Einstein séchait les cours de maths, c'est Grossmann qui prenait des notes, grâce auxquelles Einstein, les ayant lues, pouvait passer l'examen. Et il savait que Grossmann avait travaillé sur les géométries non euclidiennes. Okay, c'est-à-dire des géométries avec des métriques qui ne sont pas celles qu'on utilise d'habitude. Et c'est le début d'un long travail avec Grossmann, avec Michele Besso, etc., qui va aboutir en 1915 à une nouvelle théorie de la gravitation dans laquelle celle-ci est interprétée non pas comme la manifestation d'une force dans l'espace-temps, mais comme l'effet d'une courbure de l'espace-temps. Je vous passe les détails parce que c'est une histoire absolument passionnante. Ils ont fait des mauvais calculs en 1913 avec une mauvaise équation. Ils ont calculé le péril de Mercure, ça ne marchait pas. Enfin bon, c'est une histoire assez passionnante. Okay, mais vous voyez comment, en l'occurrence, ce sont des expériences de pensée sans données, où simplement on essaie de faire parler des lois. On essaie de voir, par des expériences de mise en scène, ce que les lois ont dans le ventre. Et ce qu'elles impliquent vraiment. Et je pense, là je sors de mon sujet, mais je trouve que dans les cours de physique, on devrait davantage jouer avec ça. Qu'est-ce que les équations disent vraiment ? Il faut les faire parler. Moi, je donne des cours tout près d'ici à l'école centrale. Et donc, j'ai des gens, en plus
plus, ils sortent de prépa, donc ils sont chauds bouillants. Ils ont fait 20 000 exercices de mécanique céleste. Calcul de trajectoire elliptique, excentricité des ellipses. Ils sont incollables. Ils connaissent les équations de Newton pour la gravitation, par cœur. Ils savent les utiliser. À une vitesse incroyable d'ailleurs. Hein. On dirait qu'ils ont des algorithmes dans la tête. Mais beaucoup d'entre eux continuent d'avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation. Si vous lisez les Principia de Newton, alors raconte Principia de Newton, c'est le bouquin de Newton dans lequel il y a les équations de la mécanique, la théorie de la gravitation. Alors vous ouvrez le bouquin, vous attendez à trouver F égale G, MM' sur R2. Vous pouvez toujours courir. Hein. La formule n'y est pas. La loi n'y est pas. Qu'est-ce que dit Newton? Il dit la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation est indépendante de sa masse. Ok? Donc il généralise la loi de chute des corps de Galilée à la mécanique céleste. Maintenant vous prenez un étudiant qui connaît tout ça, qui connaît les F égale G, MM' truc. Vous lui dites, voilà, la Terre tourne autour du Soleil, sous l'effet de la gravitation. Expérience de pensée, je remplace la Terre par une cacahuète. Je mets une cacahuète à la place de la Terre. Quelle est la trajectoire de la cacahuète? Ben, vous avez des gens qui vous disent, elle va tomber sur le Soleil. D'autres qui disent, elle va partir à l'infini. Les autres sont... Ouais, bon. La bonne réponse, c'est la cacahuète à la trajectoire de la Terre. Exactement la même. Alors après coup, ça se démontre, parce que du coup, vous écrivez F égale G, M, M', et bien l'accélération, on divise par la masse, et on voit que c'est un résultat qui est indépendant de la masse du corps. Mais c'est ça le message principal de Newton. C'est la trajectoire est indépendante de la masse. Et c'est précisément parce que tous les corps, quelle que soit leur masse, ont la même trajectoire, si la vitesse est la même, qu'on peut géométriser la gravitation. D'accord ? Et donc moi je m'interroge, je me demande comment c'est possible de maîtriser les équations parfaitement et de faire des contresens sur ce qu'elles impliquent. Autre exemple, juste pour rigoler. Vous écrivez des équations de physique à vos étudiants, j'imagine, dans lesquelles il y a la variable t. Mais si un de vos élèves vous dit, comme moi je l'ai posé à mon prof en première, je m'en souviens, vous lui dites, mais c'est bizarre, professeur, comment il vous appelle? Maîtresse, professeur, je sais pas. Madame, monsieur, bon, ok. Alors, il y a des choses qui ne changent pas. C'est bizarre le temps, là, dans les équations. Pourquoi il ne dépend pas du temps? Pourquoi le temps n'est pas une fonction du temps? Quand vous écrivez t, quel que soit l'instant dont vous parlez, il y a 10 milliards d'années, aujourd'hui, demain, c'est toujours t. Pourquoi le temps n'évolue-t-il pas à mesure qu'il passe? Et qu'est-ce que ça implique? Réfléchissez, vous verrez, c'est intéressant. Mais c'est jamais dit. Et par ailleurs, on va parler du temps comme s'il se confondait avec le changement. Quand rien ne change, le temps s'arrête. Mais là, vous avez un truc qui est peut-être la seule chose dans l'univers qui ne change pas au cours du temps. Et c'est le temps. Le temps est la seule chose dans l'univers qui ne change pas sa façon d'être au cours du temps. À part ça, on dit que le temps, c'est le changement. C'est bizarre, non? Donc, il faut causer. Il faut causer de ça. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. Et ça a des implications énormes. Le fait que les équations aient un temps qui ne dépend pas du temps, ça donne la conservation de l'énergie, ça donne l'invariance des lois physiques par translation du temps, c'est énorme. Mais encore faut-il le dire. Si on ne le dit pas, ça tombe du ciel et les gens ne comprennent pas. Et j'arrête avec la physique quantique juste pour dire un truc.
Vous savez que la physique quantique, c'est bizarre, hein, je pense que vous la connaissez un peu. Et Einstein, il était gêné par la physique quantique, du fait que quand vous faites une mesure en mécanique quantique, en général, vous avez un résultat dont vous ne pouvez pas dire qu'il était déjà là avant la mesure. Quand vous êtes flashé en voiture, ben, l'appareil donne une vitesse pour la voiture, et vous êtes persuadé que cette vitesse aurait été ce qu'elle a été mesurée, même s'il n'y a pas une mesure. Autrement dit, une mesure est une opération passive. Une mesure enregistre une donnée qui est réelle, même si elle n'est pas connue. Et la physique quantique dit non, c'est fini. Si vous mesurez la vitesse d'une particule, vous n'avez pas le droit de dire que cette particule avait une vitesse avant la mesure. Bon, évidemment, ça rend un peu fou. Et Einstein était gêné par ça. Il a inventé des tas d'expériences de pensée dans les années 20 pour essayer de contredire la physique quantique, non pas pour montrer qu'elle était fausse, mais pour montrer qu'elle ne pouvait pas être complète. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des informations, des paramètres physiques que nous ignorons, ce qu'on a appelé des paramètres cachés, qui, si nous les connaissions, permettraient de retrouver l'objectivité de la physique quantique lors de la mesure, de la physique classique lors de la mesure. D'accord ? Et à chaque fois, Bohr trouvait un contre-argument, etc. Et donc Einstein ne savait plus comment faire. Et en 1935, il était à Princeton. Il a écrit un article absolument génial avec deux auteurs qui étaient ses collaborateurs, qui s'appellent Podolsky et Rosen. C'est le fameux article EPR. Lisez-le, c'est un chef-d'œuvre. C'est un texte de 4 pages. 4 pages. Il n'y a pas de référence. Il n'y a quasiment pas d'équation. Mais il y a une expérience de pensée absolument géniale. Parce qu'Einstein, en fait, sans qu'il en ait conscience sans doute, il a copié Galilée au sens où il a compris que les vrais paradoxes apparaissent si on passe de 1 à 2. Vous vous souvenez, la chute des corps Galilée, il passe de un corps qui tombe à 2 corps qu'on relie. Et c'est là qu'apparaît le paradoxe lié à la loi qu'on a supposée vraie. Et l'article EPR, qui, je l'ai dit, n'a pas de citation, mais se trouve être l'article le plus souvent cité de toute l'histoire de la physique, c'est un article dans lequel il passe de une particule à 2 particules. Il suppose que la physique quantique est juste, il suppose qu'aucun signal ne peut se propager plus vite que la lumière, et il suppose, enfin, il donne un critère de réalité, disons, qui est assez conforme au bon sens. Et il montre que si la physique quantique est complète, c'est-à-dire s'il ne lui manque aucune information par rapport aux données du réel, alors elle prédit des choses absolument impossibles à croire. Par exemple, si vous prenez 2 particules qui ont interagi dans le passé, elles s'éloignent, d'accord, elles s'éloignent, et ce que montre la mécanique quantique telle qu'elle est à l'époque, c'est que ces particules vont rester corrélées beaucoup plus fortement que n'importe quelle corrélation classique ne permet de l'imaginer. Par exemple, si ces 2 particules sont des électrons, c'est un électron à un spin, hein. Spin plus, spin moins, bon. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont interagi selon certains processus. Si celui qui part à gauche a un spin plus, alors les lois de conservation font que celui qui part à droite a un spin moins. Et si c'est la situation inverse, elle est également possible, mais on ne sait pas laquelle des 2 situations se réalise. Donc quand vous décrivez quantiquement le système, vous superposez, comme on dit, les 2 possibilités. Il y a le cas où c'est celui qui part à gauche qui est plus, et celui qui part à droite qui est moins, plus le cas où c'est l'inverse. Okay ? Et quand vous êtes dans ce cas-là, il se passe un truc incroyable, c'est que si vous faites une mesure du spin de l'électron qui est à gauche, vous allez trouver par exemple plus. Ben, aussitôt, vous saurez que l'autre est moins. Alors qu'avant la mesure, c'est la superposition des 2 possibilités. Comment c'est possible ça ? C'est-à-dire qu'il y a une information qui est allée prévenir l'autre en lui disant « moi j'ai pris plus, toi tu dois prendre moins ». Et c'est instantané, donc ça va plus vite que la lumière. Einstein disait, ça c'est les télépathies, j'y crois pas. D'accord ? Et c'est une longue histoire, parce que cette expérience de pensée a fait couler beaucoup d'encre. En 1964, un physicien qui s'appelle John Bell a montré que toutes les façons de compléter la physique quantique par des variables cachées ne respectaient pas le critère de localité. Et puis, dans les années 80, un jeune physicien qui s'appelle Alain Aspect, qui faisait sa thèse à l'Institut d'optique, ici, là, a montré que
les corrélations quantiques existent bel et bien, et que les deux particules constituent un tout inséparable. D'accord? Donc l'expérience de pensée d'Einstein a permis de découvrir une chose à laquelle il ne croyait pas, mais qu'il avait identifiée, et c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et l'intrication quantique, ça donne la téléportation, ça donne la cryptographie quantique, ça donnera peut-être un jour l'ordinateur quantique. En tout cas, il y a là une découverte majeure qui a engendré ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, qui a été provoquée par une expérience de pensée toute bête, qui tient en 4 pages. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'est bien de penser vos expériences de pensée.